Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, les différents types d'attachement. On va explorer les 4 grands modèles, l'attachement anxieux, évitant et désorganisé, qui représente des attachements insécures, et ensuite l'attachement sécure. L'objectif ? Comprendre les dynamiques sous-jacentes à ces types d'attachements et surtout mieux comprendre comment ils influencent nos relations et celles des autres, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou même professionnelles. Ce sujet s'inscrit également dans la continuité de l'épisode 2 que je te conseille fortement d'écouter, où l'on a vu comment la famille et la société façonnent notre estime de soi et influencent notre manière d'interagir avec les autres. Il est l'heure de commencer cet épisode 3, alors installez-vous bien, on plonge dans le sujet. L'attachement, ce n'est pas un concept flou ou poétique. C'est une véritable organisation psychique qui se met en place dans les premiers mois de la vie, au contact de nos figures d'attachement. Dès la naissance, l'enfant est un être de relation. Il vient au monde avec un besoin vital de lien. Ce besoin d'attachement est comparable à celui de se nourrir. Lorsque le bébé est en détresse et que son parent répond rapidement, de manière sensible, cohérente et régulière à ses appels, il intègre 2 choses fondamentales. Que l'autre est fiable, accessible et bienveillant, et que lui-même est digne d'intérêt, même en état de faiblesse ou de colère. Les chercheurs en psychologie ont défini 4 grands styles d'attachement développés dès l'enfance et rejoués ensuite dans nos liens amoureux ou sociaux. Dans un premier temps, je vais parler de l'attachement anxieux, dit aussi attachement préoccupé. Si tu te reconnais dans cette tendance à t'attacher très vite, à vivre les silences comme une menace et à adapter ton comportement pour éviter les conflits ou à t'effacer doucement pour que l'autre reste, alors tu pourrais bien te retrouver dans le profil de l'attachement anxieux. Peut-être que parfois tu as minimisé tes propres besoins, que tu t'es interdit de dire non ou accepter des situations injustes tout simplement pour ne pas risquer l'abandon. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie qui vient d'une peur profonde, celle de ne pas être assez pour être aimé sans condition. L'attachement anxieux, c'est une hyperactivation de ce besoin de lien. Imagine ton système d'alerte interne, ce radar affectif qui capte le moindre signe d'abandon, constamment en mode alerte rouge. En fait, c'est comme une alarme incendie ultra sensible, prête à se déclencher au moindre courant d'air, le moindre changement dans le ton de l'autre, un message lu sans réponse ou un petit retard. Et hop, cette alarme se met à hurler. La personne anxieuse vit dans cette constante vigilance, scrutant chaque mouvement, chaque mot de l'autre, comme si elle devait tout anticiper pour éviter le rejet et l'abandon. Les racines se jouent dès l'enfance, dans un environnement où les réponses parentales sont imprévisibles. L'enfant vit dans l'incertitude, parfois de l'amour et parfois du rejet, parfois des parents absorbés par leur propre lutte émotionnelle. Et en fait, cette imprévisibilité, ce manque de constance, fait naître une insécurité profonde. Il n'y a pas de repère solide. L'enfant apprend à ajuster son comportement, à devenir un radar relationnel, scrutant le moindre signe de rejet. Et sans même que quelqu'un lui dise, il comprend que l'amour se mérite, qu'il peut disparaître à tout moment si on n'est pas assez bien, assez calme ou assez gentil. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit par le besoin constant d'être rassuré. Comme si une simple hésitation dans un message pouvait signifier une rupture imminente. Mais ce n'est pas tout. Elle peut aussi dire oui à des choses qu'elle n'a pas envie de faire, cacher ses émotions, accepter des situations injustes, tout cela par peur de risquer l'abandon. Parce que dans son esprit, le moindre signe de distance ou de froideur de l'autre, même minime, est perçu comme un abandon. Et cet abandon dans son monde, c'est la fin de tout. Un simple désaccord, c'est une catastrophe. La personne anxieuse pourrait réagir de manière excessive, s'effondrer émotionnellement ou même passer d'un excès de tendresse à des reproches violents. Tout cela dans une tentative désespérée de maintenir l'amour et la connexion. Car cela représente pour elle un manque de sécurité intérieure, une peur qui cherche sans cesse à être calmée. Mais cette dynamique, elle est épuisante.
Non seulement pour la personne anxieuse, mais aussi pour la personne avec qui elle est en relation. À un moment donné, l'autre peut se sentir étouffé, surchargé et prendre ses distances. Et cette distance, elle est perçue comme une confirmation du rejet tant redouté. Et là, le cercle vicieux commence. Plus l'autre s'éloigne, plus la personne anxieuse s'agite. Et plus elle s'agite, plus l'autre prend du recul. Alors, comment sortir de ce cercle infernal ? Il est essentiel de commencer à se rassurer soi-même. C'est un travail quotidien. Mais aussi travailler son estime de soi est primordial pour ne pas chercher la validation dans les bras d'une personne extérieure. Mais peut-être que toi, c'est l'inverse. Peut-être que tu ne t'attaches pas vite, que tu ressens le besoin de garder tes distances. Peut-être que dès que quelqu'un devient trop proche, trop présent, trop émotif, tu sens une sorte de tension en toi, un besoin de t'éloigner. Tu pourrais même ressentir une forme d'étouffement, comme si on empiétait un peu trop sur ton espace vital. Et dans ces moments-là, ton premier réflexe, c'est souvent de te renfermer, de couper, de mettre de la distance, parfois sans trop savoir pourquoi. Si tu te reconnais là-dedans, alors il se pourrait bien que tu aies un attachement évitant. L'attachement évitant, c'est une stratégie de protection, une réponse à une peur bien réelle, mais souvent inconsciente. Là où l'anxieux redoute d'être abandonné, l'évitant, lui, redoute d'être envahi. C'est un peu comme si l'amour devenait parfois trop dangereux, pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il prend trop de place. Imagine un système d'alarme qui se déclenche non pas quand l'autre s'éloigne, mais quand il s'approche trop vite, trop fort. Et du coup, dès que la connexion devient trop intense, une partie de toi sonne l'alerte. Et bien sûr, ce réflexe, il ne vient pas de nulle part. Il s'est souvent construit très tôt dans l'enfance, dans des environnements où les émotions étaient peu accueillies, où montrer ses besoins, ses chagrins, ou même juste demander de l'attention, c'était mal vu. Peut-être que les figures d'attachement étaient là, mais pas vraiment disponibles émotionnellement. Peut-être qu'elles attendaient que tu sois sage, autonome, fort, sans jamais vraiment valider ce que tu ressentais. Alors, petit à petit, l'enfant apprend à ne plus rien montrer. Il finit par conclure qu'il vaut mieux tout garder pour soi, que se montrer vulnérable, ça ne mène à rien. Et il développe une sorte de fierté silencieuse à tout gérer seul, à ne pas déranger. Et plus tard, à l'âge adulte, ça donne une personne qui semble très autonome, très en contrôle. Quelqu'un qu'on perçoit souvent comme fort, parfois même un peu froid. Alors qu'en réalité, il y a juste cette vieille habitude d'avoir appris à ne rien montrer. Et puis, dans ces relations, ça crée souvent un flou. L'autre sent bien qu'il y a de l'attachement, mais aussi une sorte de mur invisible. Quelque chose qui empêche l'intimité d'aller plus loin. L'évitant peut envoyer des signaux contradictoires, proche un jour et distant le lendemain. Et ça peut déstabiliser, voire blesser, surtout quand l'autre a besoin de constance et de clarté. Alors oui, il est possible d'en sortir, non pas en renonçant à son besoin d'indépendance, mais en apprenant que l'intimité n'est pas une perte de soi. Que montrer ses émotions, ce n'est pas perdre la face, c'est juste être humain. Et qu'on peut construire un espace où les deux cohabitent, le lien et la liberté. Par la suite, je vais parler d'un modèle d'attachement un peu spécifique. Si tu te reconnais dans cette étrange danse entre un besoin insatiable de connexion et une peur dévorante de l'intimité, il se pourrait que tu te retrouves dans le profil de l'attachement désorganisé. Peut-être que tu as déjà ressenti cette ambiguïté émotionnelle intense, cette sensation de vouloir être aimé tout en repoussant, parfois violemment, ce qui s'approche trop. L'attachement désorganisé, c'est un peu comme si les deux styles précédents, anxieux et évitant, se retrouvaient à cohabiter dans un même corps. Un corps qui désire profondément le lien, mais qui le perçoit aussi comme un danger imminent. En fait, chaque relation devient un terrain de contradiction. Chercher l'amour tout en fuyant ce même amour. Basculer d'une intense fusion à un retrait total en un clin d'œil. Ce n'est pas un caprice émotionnel, c'est une stratégie de survie née de la confusion et du chaos émotionnel. Cela remonte souvent à l'enfance, à des figures parentales imprévisibles où l'affection et la peur se mêlent constamment. Un parent aimant un jour
distant ou terrifiant le lendemain, instaurant une insécurité profonde. L'enfant apprend à se protéger de l'amour tout en ayant un besoin viscéral de cette affection. Il se fragmente, ne sachant plus où placer sa confiance. L'intimité devient incertaine, elle aussi entre désir et terreur. Adulte, cela se traduit par une hypersensibilité émotionnelle. Un message ignoré, un silence trop long, un mot mal interprété, tout devient un signe menaçant. Cette hypervigilance constante fait naître des comportements parfois extrêmes. Une fusion passionnée suivie de rejets brusques, des ruptures soudaines après des moments d'intensité émotionnelle ou des disputes sans logique. C'est comme si chaque relation était un champ de mine émotionnel. Le plus difficile, c'est que ces personnes ont du mal à comprendre leurs propres émotions. Elles se retrouvent parfois à fuir sans savoir pourquoi, à chercher des signes de réassurance en même temps qu'elles les repoussent. Et bien sûr, cela devient épuisant, aussi bien pour la personne désorganisée que pour celle qui est en face. Mais tout n'est pas perdu. Le travail pour guérir de l'attachement désorganisé demande du temps et une profonde transformation intérieure. L'accompagnement thérapeutique peut aider à rééduquer ce système nerveux perturbé et à réapprendre que l'intimité peut être douce, fiable et sécurisante. Pour finir, si tu te reconnais dans cette capacité à demander de l'aide sans honte, à poser des limites sans culpabiliser, à t'engager sans perdre de vue tes besoins, alors tu pourrais bien t'identifier à l'attachement sécure. Peut-être que tu as eu la chance de grandir dans un environnement où tes besoins émotionnels ont été entendus et où les relations étaient à la fois sécurisantes et libérantes. Ou alors, tu as travaillé sur toi et je te félicite. L'attachement sécure, c'est cette confiance fondamentale en soi et dans l'autre. C'est comme un ancrage solide, une mémoire interne qui nous dit « Quand j'ai besoin, je ne suis pas seule ». Cette sécurité intérieure permet de vivre des relations profondes tout en restant fidèle à soi-même. Pas question de se fondre dans l'autre ou de fuir la moindre difficulté. Au contraire, on sait que l'intimité peut s'épanouir sans risque de se perdre. On peut poser des limites, exprimer des besoins sans se sentir rejeté et surtout se donner le droit d'être vulnérable. Ce qui caractérise un adulte sécure, c'est sa capacité à gérer ses émotions sans panique. Il sait que les relations peuvent connaître des turbulences, mais cela ne remet pas en cause la solidité du lien. Un désaccord n'est pas un désastre et une critique ne remet pas en question la valeur de la personne. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'attachement sécure n'est pas figé. Il n'est pas un état permanent, mais une dynamique qui peut fluctuer selon le contexte. C'est-à-dire qu'il est possible de se sentir sécure dans certaines relations et anxieux dans d'autres, en fonction de qui nous avons devant. Et ce n'est pas un objectif inatteignable, mais un état que l'on peut cultiver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'y arriver à tout âge. À travers des expériences réparatrices et un travail sur soi, on peut progressivement construire cette sécurité intérieure. Dans nos relations aujourd'hui, on s'engage aussi rapidement qu'on se désengage. Cette culture du jetable, nourrie par le capitalisme, se reflète dans la façon dont on traite nos liens affectifs. On consomme et on jette, parfois sans prévenir. Et tout cela a un impact profond sur l'attachement de l'autre. Quitter quelqu'un du jour au lendemain, ghoster, tromper, violenter, ce ne sont pas juste des actes isolés. Et même si certains d'entre eux ont été normalisés, cela déstabilise l'autre émotionnellement, ainsi que son type d'attachement sur le long terme et le travail qu'il a déjà fait sur lui-même. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de ce que l'on a à travailler avant de s'engager avec quelqu'un. Que ce soit amoureusement, amicalement et même professionnellement. Parce que s'engager, c'est prendre soin de la confiance que l'autre nous accorde. On a tous une responsabilité émotionnelle. Ce qu'on fait à l'autre peut profondément influencer son modèle d'attachement. C'est à nous de guérir nos blessures avant d'impliquer quelqu'un d'autre dans notre histoire. Suivre une thérapie, comprendre nos schémas, guérir nos peines, c'est essentiel pour ne pas devenir une source de souffrance pour autrui. N'oublions pas non plus que nous ne sommes pas là pour réparer les autres. Si quelqu'un a un modèle d'attachement insécure, cela ne lui donne pas le droit de te malmener. Rappelle-toi de ça la prochaine fois où tu chercheras à justifier le comportement de quelqu'un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre les différents types d'attachement. Dans le prochain épisode, vous aurez l'occasion d'assister au premier débat inédit de cette chaîne avec des invités en exclusivité. On se donne donc rendez-vous le lundi 28 avril pour le découvrir. Rappelle-toi, tu es déjà suffisamment exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée.